Donc, je vais commencer avec la première question, hein. Donc, alors, en préalable, hein, voilà. Donc, on avait vu, notamment ce matin, lors de la plénière, que voilà, la notion même d'inclusion et puis de participation dans le cadre de la recherche peut prendre différentes formes, hein. Donc, voilà, ce matin, on en avait parlé de trois formes qui pouvaient être discernées. Donc, en ce qui vous concerne, voilà, quelle serait la définition, quels seraient les mots que vous metteriez derrière, à côté de la notion d'inclusion? Et puis, en quoi et de quelle manière, justement, cette notion d'inclusion revêt-elle une dimension collective? Madame Anger? Alors moi, j'ai pas de définition particulière. Ce qui est important aussi de dire, c'est que notre projet en tant que tel, il n'est pas financé comme projet de recherche. C'est vraiment un projet pilote expérimental dans lequel il y a 3 chercheurs qui sont là, les 3 chercheurs intervenants. Et donc la question de l'inclusion, je l'aborde dans l'idée du projet dans sa globalité, pas uniquement dans le processus de recherche-action participative, mais c'est une question que j'appréhende autour de la question de la place qui est donnée à chacun et aussi surtout de la question de la capacité de chacun à se réapproprier cette place qui lui est donnée. Par rapport à notre projet, j'ai envie de faire un parallèle avec un livre qui vient de sortir qui s'appelle « Pour une écologie pirate et nous serons libres » de Fatima Wassak. Je ne sais pas si certains en ont entendu parler. Elle est assez passionnante et elle parle de la question écologique dans les quartiers précarisés, en disant qu'il y a souvent cette idée que en fait, les personnes des quartiers populaires ne sont pas mobilisées autour de la question du climat. Ce n'est pas une question qui se réapproprie. Et elle parle du fait que s'il n'y a pas cette réappropriation-là, c'est notamment parce que les personnes des quartiers précarisés sont tout le temps renvoyées au fait qu'elles ne sont pas à leur place ici dans la société, qu'elles ne sont pas chez elles, autour de discrimination, de propos racistes, etc. Mais donc, il y a cette idée qu'elles ne sont pas chez elles et donc elles ne font pas partie du territoire. C'est des personnes qui, bien souvent, ne sont pas chez elles non plus ailleurs. Et donc, c'est des personnes qui ne sont ni d'ici ni de là-bas et que c'est difficile de demander à des personnes qui ne sont pas ancrées dans un territoire d'en prendre soin. Et donc, nous, je pense que c'est ce côté-là qu'on a envie d'aborder avec le projet Brico, c'est d'aller dans ces quartiers, voilà, prendre le temps d'écouter les personnes sur leur perception de leur quartier, dire en tout cas qu'on s'intéresse et on est préoccupé par la manière dont ils vivent aussi leur quotidien dans ces quartiers-là, et puis de pouvoir mettre un processus collectif là autour des questions de changement. Et donc pour moi, la dimension inclusive, elle a vraiment ce côté collectif dans le sens où c'est aussi reconnaître que les personnes des quartiers précarisés ont tout à fait leur place dans le fait de proposer des changements pour ces quartiers-là. Ce n'est pas parce qu'elles ont moins de moyens qu'elles n'ont pas une expertise à proposer sur comment pouvoir aussi faire évoluer ces quartiers. Partir de là, mettre des acteurs qui ont des profils très différents autour de ces propositions et de les porter ensemble. Et donc vraiment pouvoir reconnaître la place de chacun aussi là-dedans, dans sa force de proposition et d'action au sein des quartiers. Voilà. Très bien. Merci. Madame Duclerc? Oui, je rejoins un peu Chloé. C'est vrai que c'est une notion aujourd'hui qu'on utilise pas à tort et à travers, mais c'est quand même un terme très émergent. Moi, forcément, je vais en parler dans le champ du social parce que c'est mon champ d'action. Mais comme dit Chloé, c'est vraiment… déjà, il ne faudrait pas confondre inclusion avec intégration, enfin, inclusion avec intégration, pardon. Mais c'est vraiment, en fait, redonner Pour moi, c'est une philosophie qui consisterait à inclure tout le monde dans ce tout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, je parle du côté emploi, j'entends que dès la troisième, en fait, le phénomène d'exclusion, il arrive déjà en troisième ou quand on a son stage de fin de cette semaine de stage à faire. Certains n'ont pas du tout l'opportunité d'aller dans certaines entreprises dans lesquelles ils aimeraient aller parce que, je ne sais pas, ils vont représenter une minorité. Et quand je parle de minorité, ça peut être lié au genre, ça peut être lié à la religion, à son statut social. Donc vraiment, l'inclusion, pour moi, c'est le fait d'être pleinement intégré à la société, d'avoir accès à un emploi pérenne. Et à la fois, aujourd'hui, c'est un terme qu'on emploie dans plein de champs très différents. J'entendais parler l'autre jour de mode inclusive et d'autres termes. Et moi, dans mon quotidien, l'inclusion, c'est réellement… Alors, j'en viens au fait que ce soit collectif parce qu'en fait, c'est aussi encourager les entreprises à recruter inclusif, à aller vraiment regarder les compétences qu'ont certaines personnes et ne pas demeurer dans une sorte d'entre-soi qui demeure réellement très présent.
On accompagne des candidats qui sont issus de quartiers prioritaires. L'inclusion, c'est aussi lié pour moi à la mobilité. Il y a un vrai souci parfois de mobilité auprès de personnes qui sont dans des quartiers prioritaires très éloignés de toutes les structures d'accompagnement. Donc, c'est vraiment pour moi un ensemble de pratiques qui permet à toutes ces personnes, quel que soit leur genre, d'être complètement intégrées à une société. Et pour le côté collectif, je pense que ça ne peut être que collectif parce que c'est l'affaire de tous, que ce soit les entreprises, les politiques, c'est la société entière qui est concernée par ce phénomène d'inclusion. Et donc, voilà, désolée, je suis vraiment avec tout ce que j'ai en tête lié à mes missions quotidiennes. Mais moi, l'inclusion, c'est de recevoir quelqu'un qui est mon égal avec les mêmes droits et qui peut prétendre aussi aux mêmes choses que son voisin. Enfin voilà, tout simplement, en tant qu'acteur social, on ne peut pas être les seuls à être dans cette question de l'inclusion. Pour moi, c'est vraiment une affaire qui concerne tout le monde. Okay. Très bien. Monsieur Hérault? Oui. De manière en fait très simple, je vais le définir négativement, c'est une absence d'exclusion, sachant que dans les dynamiques de recherche, c'est intéressant dans la recherche clinique ou dans beaucoup de recherches interventionnelles, il y a toujours des critères d'inclusion qui en fait disent des exclusions, disent toutes les personnes en fait qui sont pas invitées à participer au processus de recherche. Donc, je trouve que c'est intéressant que faut se méfier d'utiliser le terme positivement. C'est toujours risqué de produire des exclusions. Donc, je dirais quand même, je plaiderais aussi pour un usage peut-être un peu modéré du terme. Et puis, peut-être dire dans le domaine un petit peu de mes objets liés à la capacité à exercer ses droits, à la capacité juridique, à la capacité civile, précisément, il y a toujours des formes d'exclusion, d'interdiction, de réduction de capacité. On considère les personnes comme pas suffisamment compétents pour exercer leurs droits. Et nous, on essaye dans notre démarche de suspendre cette présomption d'incapacité, précisément en ne se donnant pas de critères de capacité pour participer à une dynamique de recherche et plus largement une dynamique d'un meilleur exercice collectif des droits. Donc, voilà, je dirais que l'inclusion, on le définit un peu par une forme d'universalisation d'une présomption de capacité. Et celle-ci, elle est bien sûr toujours à conquérir puisque les modalités sociales de production d'incapacité sont permanentes.